Le 14 novembre 1990, à 16h30, une collégienne de 13 ans quitte son établissement scolaire à Rodez, en Aveyron. Elle traverse la place d'Armes comme chaque jeudi après-midi. Elle porte son sac à dos bleu marine, son blouson en jean et ses baskets blanches. Plusieurs camarades la voient marcher en direction de l'arrêt de bus. Personne ne lui parle. Elle disparaît avant d'atteindre le boulevard. Depuis ce jour, Virginie Legrand n'a plus jamais été revue. Les recherches commencent dès le lendemain matin. La gendarmerie organise des battues dans les bois qui entourent la ville. Les habitants de Rodez plaçardent des affiches sur les vitrines et les poteaux. Les témoignages affluent mais restent flous. Un homme aurait vu une adolescente monter dans une voiture grise. Une voisine affirme avoir croisé Virginie près de la gare routière. Un commerçant se souvient d'une jeune fille en blouson qui demandait son chemin. Aucune piste ne mène nulle part. 34 ans plus tard, en mars 2024, un technicien de l'Institut national de l'audiovisuel numérise des cassettes VHS archivées par France 3 Occitanie. Sur une bande datée du 17 novembre 1990, il découvre un reportage jamais diffusé. Les images montrent la gendarmerie de Rodez 3 jours après la disparition de Virginie. Dans un bureau, 2 enquêteurs examinent un objet sous cellophane. La caméra zoome brièvement. Le technicien fige l'image et appelle immédiatement sa hiérarchie. Ce qu'il vient de voir remet en question tout le dossier. Avant de continuer, nous aimerions savoir d'où vous nous regardez en ce moment. Quelle est votre ville et quelle heure est-il chez vous? Partagez-le en commentaire. Si cette histoire vous intrigue déjà, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Un petit like nous aide énormément à faire connaître ces affaires oubliées. Votre soutien compte vraiment. Maintenant, revenons à notre histoire et à ce que contenait réellement cette bande vidéo retrouvée après plus de 3 décennies dans les archives. Rodez, préfecture de l'Aveyron, compte environ 24 000 habitants en 1990. La ville s'étend sur un plateau dominant les vallées de l'Aveyron et du Viaor. Le centre historique se développe autour de la cathédrale Notre-Dame. Les quartiers résidentiels s'étalent vers l'ouest et le sud. Le collège Amans-Rodat, où Virginie est scolarisée en classe de 4e, se trouve rue Combarel, à 15 minutes à pied de son domicile. L'établissement accueille environ 400 élèves. Virginie y suit une scolarité normale. La jeune fille habite avec ses parents et son frère cadet dans un pavillon de la rue des Moulins. Son père, Daniel Legrand, travaille comme comptable à la chambre d'agriculture. Sa mère, Sylvie Legrand, est secrétaire médicale dans un cabinet près de la place Foch. Le frère de Virginie, Sébastien, a 9 ans en 1990. La famille mène une vie paisible et discrète. Aucun voisin ne signale de tension particulière. Les enseignants de Virginie la décrivent comme une élève sérieuse, un peu réservée, mais bien intégrée. Elle pratique la natation au club municipal et suit des cours de flûte traversière. Le jeudi 14 novembre 1990, Virginie termine ses cours à 16h15. Elle range ses affaires dans son casier et quitte l'établissement par la sortie principale. 3 camarades la voient traverser la cour, puis emprunter la rue Combarel en direction du centre-ville. L'une d'elles, Aurélie Rousseau, affirme que Virginie semblait pressée mais pas inquiète. Elle portait son sac habituel et son Walkman. Aurélie la salue de loin. Virginie répond d'un signe de la main et accélère le pas. C'est le dernier contact confirmé avec la collégienne. Virginie devait rentrer directement chez elle ce jour-là. Sa mère l'attendait vers 17h pour l'accompagner chez le médecin. Virginie souffrait d'une angine depuis quelques jours et un rendez-vous avait été fixé pour 17h30. Lorsque 17h15 passe sans nouvelles, Sylvie Legrand commence à s'inquiéter. Elle téléphone au collège. Le standard est fermé. Elle appelle une amie de Virginie. Personne ne l'a vue après la sortie des cours. À 18h, Daniel Legrand rentre du travail. Le couple décide d'alerter la gendarmerie.
Les premières constatations sont immédiates. Virginie n'a pas d'historique de fugue. Elle n'a jamais exprimé le désir de quitter la maison. Son carnet de correspondance ne mentionne aucun problème disciplinaire. Son journal intime, retrouvé dans sa chambre, ne contient rien d'alarmant. Les enquêteurs interrogent rapidement les proches, les enseignants, les voisins. Personne ne détecte de signes avant-coureurs. L'hypothèse d'un départ volontaire est écartée dès les premières heures. La gendarmerie ouvre une enquête pour disparition inquiétante. Le dossier porte le numéro RZ 90 417. Il ne sera jamais refermé. Le vendredi 15 novembre, au matin, la gendarmerie de Rodez déploie un dispositif de recherche. 20 gendarmes et une quinzaine de pompiers ratissent les environs immédiats du collège et du domicile familial. Les chiens pisteurs suivent une trace jusqu'à la place d'Armes, puis perdent la piste à hauteur de l'arrêt de bus ligne 3. Les enquêteurs en déduisent que Virginie a peut-être emprunté un véhicule. La question devient alors, de son plein gré ou sous la contrainte? Les témoignages recueillis ce jour-là ne permettent pas de trancher. Un premier témoin se présente spontanément à la brigade. Il s'agit de Bruno Morel, chauffeur de bus sur la ligne 3. Il affirme avoir effectué son service habituel le jeudi après-midi entre 16h et 19h. Il ne se souvient pas avoir vu Virginie monter dans son bus. Il connaît la jeune fille de vue car elle emprunte régulièrement cette ligne le mercredi. Le jeudi, en revanche, elle rentre normalement à pied. Bruno Morel précise qu'il a remarqué une voiture grise stationnée près de l'arrêt vers 16h40. Il n'a pas noté la plaque. Un deuxième témoignage attire l'attention des enquêteurs. Nathalie Morel, commerçante rue de Lambergue, déclare avoir vu une adolescente correspondant au signalement de Virginie vers 16h50. La jeune fille marchait rapidement en direction de la gare routière. Elle semblait regarder derrière elle à plusieurs reprises. Nathalie Morel ne lui a pas parlé car elle servait un client. Elle n'a pas vu si quelqu'un suivait l'adolescente. Ce témoignage intrigue les gendarmes. La gare routière se trouve à l'opposé du domicile de Virginie. Pourquoi aurait-elle pris cette direction? Le samedi 16 novembre, les recherches s'intensifient. Les bois de l'Ayoul, situés à 3 km au sud de Rodez, sont explorés par une cinquantaine de personnes. Des habitants se joignent aux équipes officielles. Les pompiers utilisent des chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues. Les zones rocheuses et les cours d'eau sont inspectés méticuleusement. Aucun indice n'est découvert, ni vêtements, ni sacs, ni objets appartenant à Virginie. Le périmètre de recherche s'élargit aux communes voisines. Des affiches sont placardées dans tout le département. Le signalement de Virginie circule dans les gendarmeries de l'Aveyron et des départements limitrophes. Le dimanche 17 novembre, un homme contacte la gendarmerie. Il se présente comme Pascal Fournier, gérant d'une station-service sur la route nationale 88, à la sortie ouest de Rodez. Il explique qu'il a servi une voiture grise immatriculée dans le Tarn le jeudi 14 novembre vers 17h15. Le conducteur était seul. Pascal Fournier précise que l'homme lui a semblé nerveux. Il a payé en liquide et est reparti rapidement en direction de Millau. Ce témoignage intéresse les enquêteurs car il correspond chronologiquement à la disparition de Virginie. Mais l'absence de passagers visibles dans la voiture pose question. Les parents de Virginie lancent un appel à témoins relayé par France 3 et la Dépêche du Midi. Daniel Legrand supplie quiconque détient des informations de se manifester. Sylvie Legrand apparaît effondrée lors de l'enregistrement. Le couple offre une récompense de 10 000 francs pour toute information permettant de retrouver leur fille. Les standards de la gendarmerie reçoivent des dizaines d'appels. La plupart sont des pistes vagues ou des témoignages contradictoires. Un homme affirme avoir vu Virginie à Toulouse le samedi. Une femme prétend l'avoir croisée à la gare de Brive-la-Gaillarde. Aucune de ces déclarations n'est confirmée par la suite. Le lundi 18 novembre, les enquêteurs interrogent tous les élèves de la classe de Virginie. Ils cherchent à savoir si la jeune fille avait mentionné un projet, une rencontre, une inquiétude. Les camarades décrivent Virginie comme discrète et appliquée.
Certains évoquent une légère mélancolie depuis la rentrée de septembre, mais rien d'alarmant. Aurélie Rousseau, sa meilleure amie, confie que Virginie semblait préoccupée par quelque chose depuis quelques semaines. Elle ne lui en avait pas parlé explicitement. Aurélie regrette de ne pas avoir insisté davantage. Les gendarmes notent cette information sans pouvoir l'exploiter immédiatement. Les enseignants sont également entendus. Le professeur principal de Virginie, Alain Bernard, indique qu'elle avait rendu un devoir de français le mercredi 13 novembre. Le texte portait sur le thème de la liberté. Virginie y avait écrit une réflexion personnelle sur l'envie de partir loin et de découvrir le monde. Alain Bernard précise que ce type de rédaction est courant chez les adolescents et ne constitue pas un signe de fugue imminente. Néanmoins, les enquêteurs conservent le devoir dans le dossier. Ils y cherchent un indice, une clé de compréhension. Le texte reste banal et n'apporte aucune révélation. Le mercredi 20 novembre, une semaine après la disparition, les recherches piétinent. Les battus n'ont rien donné. Les témoignages se contredisent. La voiture grise mentionnée par plusieurs personnes n'a jamais été identifiée. Les enquêteurs élargissent leurs investigations aux individus fichés pour des faits similaires dans la région. 3 hommes sont convoqués et interrogés. Leurs alibis sont vérifiés. Aucun ne présente de lien probant avec la disparition de Virginie. Le dossier commence à stagner. Les gendarmes poursuivent leur démarche, mais l'espoir de retrouver rapidement la jeune fille s'amenuise. Daniel et Sylvie Legrand sombrent dans l'angoisse. Le vendredi 22 novembre, un événement inattendu relance brièvement l'affaire. Un randonneur découvre un sac à dos bleu marine dans un fossé le long de la départementale 994 entre Rodez et Honnête-le-Château. Il alerte immédiatement la gendarmerie. Le sac est récupéré et examiné. Il contient des cahiers, des stylos, une trousse. Le nom inscrit à l'intérieur est bien celui de Virginie Legrand. Les parents reconnaissent formellement le sac de leur fille. Les techniciens de la police scientifique de Toulouse sont appelés en renfort. Ils analysent le sac à la recherche d'empreintes digitales ou de traces biologiques. Les résultats prennent plusieurs jours. La découverte du sac pose autant de questions qu'elle n'apporte de réponses. Pourquoi se trouve-t-il sur cette route précise? Virginie l'a-t-elle abandonné volontairement? Quelqu'un l'a-t-il jeté pour brouiller les pistes? Le lieu de découverte se situe à environ 4 km du centre de Rodez, dans une zone peu fréquentée. Le fossé est visible depuis la route, mais nécessite de s'arrêter pour y jeter un objet. Les enquêteurs tentent de reconstituer le trajet hypothétique de Virginie ou de son ravisseur éventuel. Les analyses du sac révèlent des empreintes partielles non identifiables et aucune trace de violence. Le contenu est intact. Le mois de décembre 1990 s'écoule sans avancée majeure. Les analyses du sac de Virginie n'ont pas permis d'identifier un suspect. Les gendarmes continuent d'interroger des témoins potentiels dans toute la région. Les avis de recherche sont diffusés dans les gares, les aires d'autoroute, les commissariats. Le visage de Virginie apparaît dans plusieurs émissions de télévision. Des appels affluent depuis toute la France. Aucun ne débouche sur une piste concrète. La pression médiatique retombe progressivement. L'affaire devient une disparition parmi d'autres dans les statistiques nationales. En janvier 1991, les enquêteurs explorent une nouvelle hypothèse. Virginie aurait-elle pu être victime d'un prédateur sexuel? Les fichiers des délinquants sexuels de la région sont passés au crible. 3 individus ayant des antécédents pour agression sur mineurs sont placés sous surveillance. Leurs emplois du temps du 14 novembre sont vérifiés. Le premier, Dominique Vincent, travaillait ce jour-là dans une usine de Decazeville avec des dizaines de témoins. Le deuxième, Thierry André, était hospitalisé à Villefranche-de-Rouergue pour une intervention chirurgicale. Le troisième, Serge Roux, résidait alors à Montpellier et son alibi est confirmé par plusieurs personnes. Les parents de Virginie refusent de baisser les bras. Daniel Legrand engage un détective privé en février 1991. L'homme,
ancien policier reconverti, se nomme Michel Martin. Il reprend le dossier depuis le début et interroge à nouveau les témoins. Il concentre ses recherches sur la voiture grise mentionnée par plusieurs personnes le jour de la disparition. Michel Martin consulte les fichiers des immatriculations et dresse une liste de véhicules correspondant à la description. Il en identifie une trentaine dans un rayon de 50 km autour de Rodez. Il contacte chaque propriétaire. Aucun ne présente de comportement suspect. Le détective s'intéresse également à l'entourage scolaire de Virginie. Il interroge des élèves qui n'avaient pas été entendus par la gendarmerie. Une jeune fille, Céline Faure, lui confie que Virginie avait reçu des lettres anonymes durant le mois d'octobre 1990. Ces lettres contenaient des messages étranges et dérangeants. Virginie n'en avait parlé à personne sauf à Céline. Elle les avait jetées par crainte de la réaction de ses parents. Céline ne se souvient pas du contenu exact, mais évoque des phrases sur le fait d'être observée et suivie. Michel Martin transmet immédiatement cette information à la gendarmerie. Les gendarmes convoquent à nouveau Céline Faure pour un interrogatoire officiel. La jeune fille confirme ses déclarations. Elle précise que Virginie semblait effrayée par ces lettres, mais ne voulait pas inquiéter sa famille. Céline regrette de ne pas avoir insisté pour qu'elle en parle à un adulte. Les enquêteurs tentent de retrouver ces lettres. Ils fouillent les poubelles du collège et du domicile de Virginie, sans succès. Les lettres ont disparu. Cette révélation change la perspective de l'enquête. Virginie était peut-être surveillée avant sa disparition. Quelqu'un la harcelait peut-être depuis des semaines. En mars 1991, un nouveau témoin contacte la gendarmerie. Il s'agit de Jean Dupont, retraité habitant rue Sainte-Catherine à Rodez. Il explique qu'il a vu, le 14 novembre 1990, vers 16h45, une adolescente correspondant au signalement de Virginie discuter avec un homme près de la place de la Cité. L'homme portait une veste sombre et une casquette. Jean Dupont ne peut pas décrire son visage avec précision. La conversation semblait calme. L'homme a tendu quelque chose à l'adolescente, peut-être un papier ou une enveloppe. Jean Dupont n'a pas jugé la scène inquiétante sur le moment. Il se manifeste 4 mois plus tard, après avoir revu une affiche de Virginie. Ce témoignage tardif pose problème. Pourquoi Jean Dupont a-t-il attendu si longtemps? Les enquêteurs vérifient sa crédibilité. L'homme est connu dans le quartier comme fiable et sans antécédent. Il explique qu'il n'avait pas fait le lien immédiatement car il ne connaissait pas Virginie personnellement. Ce n'est qu'en voyant son visage plusieurs fois sur des affiches qu'il a eu un doute. Les gendarmes tentent de retrouver l'homme à la casquette. Ils diffusent un portrait robot établi à partir des indications de Jean Dupont. Aucune identification formelle n'en résulte. Le portrait reste flou et imprécis. Les mois passent sans nouvelles pistes exploitables. L'enquête continue, mais les effectifs diminuent. En juin 1991, seuls 2 gendarmes travaillent encore à temps plein sur le dossier. Les autres affaires accaparent les ressources. Daniel et Sylvie Legrand continuent de se battre. Ils organisent des marches silencieuses dans Rodez. Ils distribuent des tracts lors des marchés. Ils maintiennent la pression médiatique autant que possible. Leur vie s'est arrêtée le 14 novembre 1990. Leur fils Sébastien grandit dans l'ombre de cette disparition. La famille est brisée par l'absence de réponse. En septembre 1991, 1 an après les faits, une cérémonie commémorative est organisée à Rodez. Des centaines de personnes se rassemblent place d'Armes pour rendre hommage à Virginie. Le maire de la ville prononce un discours. Les parents allument une bougie. Les camarades de classe déposent des fleurs. L'événement est filmé par France 3 Occitanie. Un court reportage est diffusé au journal régional. Le reste des images est archivé sur une cassette VHS étiquetée « Rodez, disparition Virginie Legrand, 1991 ». Cette cassette rejoint des centaines d'autres dans les réserves de l'INA à Toulouse. Elle y restera intouchée pendant 33 ans. L'enquête officielle n'est jamais classée, mais elle ralentit considérablement. En 1992,
Aucune avancée n'est enregistrée. Les gendarmes reçoivent encore des signalements sporadiques. Une femme prétend avoir vu Virginie à Paris. Un homme affirme l'avoir croisée en Espagne. Toutes ces pistes se révèlent fausses. Les années passent. Le dossier RZ 90-417 s'épaissit de centaines de pages de procès-verbaux, de témoignages et de rapports d'analyse. Mais il ne contient toujours aucune explication sur le sort de Virginie Legrand. La jeune fille reste portée disparue. Sa chambre reste intacte chez ses parents. Le temps suspend son cours. En 1995, Michel Martin, le détective privé, abandonne officiellement ses recherches. Il a exploré toutes les pistes possibles sans résultat. Il présente ses conclusions à Daniel et Sylvie Legrand. Selon lui, Virginie a très probablement été enlevée par quelqu'un qui la connaissait ou qui l'observait depuis longtemps. Les lettres anonymes constituent un élément déterminant. Mais sans les retrouver, impossible d'identifier l'auteur. Michel Martin exprime ses regrets. Il ne facture pas ses derniers mois de travail. Les parents le remercient pour ses efforts. Ils comprennent que l'affaire est au point mort. Ils ne renoncent pas pour autant à obtenir la vérité. Le 12 mars 2024, dans les locaux de l'Institut national de l'audiovisuel à Toulouse, un technicien nommé Julien Faure effectue une tâche routinière. Il numérise des cassettes VHS issues des archives de France 3 Occitanie. Ces bandes contiennent des reportages jamais diffusés, des rushs non montés et des images d'événements locaux des années 1980 et 1990. Le processus de numérisation vise à préserver ce patrimoine avant que les supports magnétiques ne se dégradent définitivement. Julien travaille sur ce projet depuis plusieurs mois. Il traite en moyenne une vingtaine de cassettes par semaine. Ce jour-là, il insère une bande étiquetée « Rodez diverses 1990 ». La cassette contient plusieurs séquences disparates. Des images de la foire de Rodez en avril 1990. Un reportage sur la rénovation de la cathédrale en juin. Des interviews de commerçants du marché en septembre. Puis, à la 43e minute, apparaît un segment daté du 17 novembre 1990. Le carton de montage indique « Disparition collégienne, non diffusée ». Julien Faure ralentit le défilement. Les images montrent l'extérieur de la gendarmerie de Rodez. Un journaliste interroge le capitaine responsable de l'enquête. L'homme explique que les recherches se poursuivent intensivement. Il lance un appel à témoins. La séquence dure 3 minutes. Ce qui retient l'attention de Julien Faure se trouve dans les dernières secondes du reportage. La caméra suit le journaliste qui entre dans les locaux de la gendarmerie. On aperçoit un couloir, puis un bureau, où travaillent 2 enquêteurs. L'un d'eux examine un objet sur une table. La caméra zoome brièvement, peut-être par inadvertance. L'image devient nette pendant 2 secondes. On distingue clairement un Walkman bleu et rouge sous cellophane. À côté, un sachet transparent contient une cassette audio. L'étiquette manuscrite sur la cassette est lisible. On peut lire « Virginie, 13 Nov 90 ». Puis, la caméra se détourne. La séquence s'arrête. Julien Faure fige l'image. Il agrandit le cadre. Le Walkman est parfaitement identifiable. La cassette aussi. Il relit l'étiquette plusieurs fois. Virginie, 13 Nov 90. La date correspond à la veille de la disparition. Julien ressent un malaise. Si cet objet a été retrouvé par la gendarmerie, pourquoi n'en a-t-on jamais parlé publiquement? Il consulte les archives en ligne de la Dépêche du Midi. Aucun article ne mentionne la découverte d'un Walkman ou d'une cassette dans l'affaire Virginie Legrand. Julien contacte immédiatement son responsable. Les 2 hommes revisionnent la séquence. Ils décident d'alerter les autorités. Le lendemain, le directeur de l'INA transmet la cassette numérisée à la gendarmerie nationale. Le colonel en charge du service des affaires non résolues examine les images. Il demande à consulter le dossier RZG 90-417. Le dossier est rapatrié depuis les archives départementales de l'Aveyron.
Il contient effectivement une mention d'un Walkman retrouvé le 16 novembre 1990 dans un buisson près de la gare routière de Rodez. L'objet avait été placé sous scellé. La cassette qu'il contenait avait été écoutée par les enquêteurs. Le contenu n'avait jamais été rendu public. Les raisons de cette rétention d'informations restent floues. Le colonel demande à récupérer la cassette audio originale. Les scellés sont toujours conservés dans les réserves de la gendarmerie de Rodez. Le 20 mars 2024, un gendarme retrouve le sachet étiqueté « Pièce à conviction 12, Walkman et cassette ». Il le transmet au laboratoire de police scientifique de Toulouse. Les techniciens numérisent la cassette audio sur un support moderne. Ils remettent le fichier au colonel. L'homme écoute l'enregistrement seul dans son bureau. Ce qu'il entend le bouleverse. Il comprend immédiatement pourquoi cette pièce a été mise sous silence en 1990. Elle contient des informations explosives. La cassette dure 42 minutes. Elle a été enregistrée le 13 novembre 1990, donc la veille de la disparition. On y entend la voix de Virginie. Elle parle seule, comme si elle tenait un journal intime oral. Elle évoque sa journée au collège, ses devoirs, sa répétition de flûte. Puis, à partir de la 25e minute, le ton change. Virginie raconte qu'elle reçoit des lettres depuis plusieurs semaines. Elle dit qu'un homme la suit parfois à la sortie du collège. Elle ne sait pas qui il est. Elle a peur mais ne veut pas inquiéter ses parents. Elle espère que cela va s'arrêter. Elle termine en disant qu'elle a rendez-vous demain avec cet homme pour qu'il cesse de la harceler. Le colonel écoute l'enregistrement une deuxième fois. Virginie donne un détail crucial. Elle mentionne que l'homme lui a fixé rendez-vous près de la place de la Cité, à côté de la fontaine. C'est exactement l'endroit où Jean Dupont, le retraité, avait affirmé avoir vu Virginie discuter avec un inconnu le 14 novembre vers 16h45. Le témoignage de 1991, jugé trop tardif et imprécis, prend soudain une dimension capitale. Virginie s'est bien rendue à ce rendez-vous. Elle a rencontré son harceleur et elle n'est jamais rentrée chez elle. Le colonel comprend que cette cassette aurait dû être exploitée différemment en 1990. Pourquoi cette pièce à conviction n'a-t-elle jamais été révélée? Le colonel interroge les gendarmes ayant travaillé sur le dossier. La plupart sont retraités. Il parvient à joindre l'ancien commandant responsable de l'enquête en 1990. L'homme, aujourd'hui âgé de 70 ans, se souvient parfaitement de la cassette. Il explique qu'à l'époque, la hiérarchie avait décidé de ne pas divulguer son contenu pour éviter de compromettre l'enquête. La stratégie était de laisser le coupable croire que cette preuve n'existait pas. Mais l'enquête avait stagné et la cassette était tombée dans l'oubli. L'ancien commandant regrette amèrement cette décision. Le colonel rédige un rapport détaillé. Il conclut que l'affaire Virginie Legrand doit être rouverte officiellement. La cassette audio constitue un élément déterminant. Elle confirme l'existence d'un harceleur. Elle situe le lieu du dernier rendez-vous. Elle démontre que Virginie était consciente du danger, mais a sous-estimé la menace. Le colonel recommande de diffuser largement l'enregistrement, en accord avec la famille, pour susciter de nouveaux témoignages. 34 ans après les faits, quelqu'un se souviendra peut-être de quelque chose. Le 25 mars 2024, le procureur de la République de Rodez annonce la réouverture de l'enquête sur la disparition de Virginie Legrand. La nouvelle fait l'objet d'un article dans la Dépêche du Midi. Le journal rappelle les circonstances de la disparition et révèle l'existence de la cassette audio retrouvée grâce aux archives de l'INA. L'article provoque une onde de choc dans la région. Des milliers de personnes partagent l'information sur les réseaux sociaux. Des témoins de 1990, qui n'avaient jamais osé se manifester, contactent la gendarmerie. L'un d'eux, un ancien élève du collège Amance Roda, affirme avoir vu un homme rôder près de l'établissement à plusieurs reprises en octobre et novembre 1990. Il donne une description précise. Les enquêteurs établissent un nouveau portrait robot.
Les recherches reprennent avec des moyens modernes. Le 2 avril 2024, un homme de 58 ans se présente à la gendarmerie de Rodez. Il se nomme Stéphane Lambert. Il explique qu'il était professeur de mathématiques au collège Amance-Roda en 1990. Il a pris sa retraite en 2020 et vit désormais dans le Lot. En lisant l'article de la Dépêche, il a immédiatement repensé à un détail qu'il n'avait jamais jugé important. En octobre 1990, il avait surpris un homme d'une trentaine d'années qui observait les élèves depuis le portail du collège. Stéphane Lambert lui avait demandé ce qu'il faisait là. L'homme avait répondu qu'il attendait sa nièce. Stéphane ne l'avait pas revu par la suite et avait oublié l'incident. Les enquêteurs demandent à Stéphane Lambert de décrire cet homme. Il se souvient d'un individu de taille moyenne, environ 1,75 m, cheveux châtain court, vêtu d'une veste en cuir marron. L'homme portait des lunettes de vue. Il avait un accent qui n'était pas local, peut-être du sud-ouest mais pas aveyronnais. Stéphane ne peut pas fournir davantage de détails après 34 ans. Les gendarmes croisent cette description avec celle donnée par Jean Dupont en 1991. Plusieurs éléments concordent. Ils établissent un portrait robot composite. Le visage reste générique, mais la diffusion dans les médias pourrait déclencher une identification. Le 8 avril 2024, une femme de 63 ans contacte la gendarmerie depuis Albi. Elle s'appelle Catherine Roux. Elle affirme avoir travaillé comme secrétaire à la mairie de Rodez entre 1988 et 1992. En novembre 1990, elle avait reçu un appel téléphonique étrange. Un homme demandait des informations sur les horaires de sortie du collège Amance-Roda. Catherine lui avait répondu qu'elle ne disposait pas de ce type de renseignements. L'homme avait insisté en disant qu'il devait récupérer sa fille. Catherine avait trouvé la demande inhabituelle, mais n'y avait pas prêté attention. Après la disparition de Virginie, elle n'avait pas fait le lien. Catherine Roux précise que l'appel datait du début novembre, peut-être le 5 ou le 6. L'homme parlait calmement mais avec insistance. Il avait raccroché brusquement lorsque Catherine lui avait suggéré de contacter directement le collège. Elle se souvient que l'appel provenait d'un numéro masqué, ce qui était rare à l'époque. Les enquêteurs notent cette information. Elle confirme qu'un individu planifiait quelque chose en lien avec le collège et les élèves. L'homme cherchait à connaître les habitudes des collégiens. Il agissait méthodiquement. Ce n'était pas un acte impulsif, mais une entreprise préméditée. Catherine Roux se dit soulagée d'avoir enfin témoigné après tant d'années. Le 15 avril 2024, un témoignage capital arrive depuis Millau. Un homme de 62 ans, Philippe Thomas, se manifeste. En novembre 1990, il tenait un garage automobile à la sortie sud de Millau. Il se souvient parfaitement d'un client qui était venu faire réparer sa voiture le 15 novembre 1990, soit le lendemain de la disparition de Virginie. L'homme conduisait une Renault 21 grise immatriculée dans le Tarn. Il avait demandé à Philippe de remplacer un phare avant endommagé et de nettoyer l'intérieur du véhicule. Philippe avait remarqué des traces de boue sur les sièges arrière et un sac de sport bleu dans le coffre. Le client semblait pressé et nerveux. Philippe Thomas explique qu'il n'avait pas signalé cet épisode en 1990, car il n'avait pas fait le lien avec la disparition de Virginie. Il vivait à Millau et ne suivait pas l'actualité de Rodez. Ce n'est qu'en voyant le portrait robot diffusé en avril 2024 qu'il a reconnu les traits de ce client. Philippe a conservé ses registres de factures. Il retrouve la trace de l'intervention du 15 novembre 1990. Le nom du client est inscrit « Bernard Dubois », domicilié à Castres, dans le Tarn. La gendarmerie lance immédiatement des vérifications. Un Bernard Dubois a bien vécu à Castres en 1990. Il avait alors 38 ans. Il est décédé en 2003 dans un accident de voiture. Les enquêteurs se rendent au cimetière de Castres pour confirmer l'identité. Ils interrogent la famille de Bernard Dubois. Sa veuve, Françoise Dubois, accepte de répondre aux questions. Elle explique que son mari était représentant commercial. Il voyageait fréquemment dans tout le sud de la France.
En novembre 1990, il effectuait des tournées dans l'Aveyron et le Tarn. Françoise ne se souvient pas de détails précis sur cette période. Elle confirme que Bernard possédait bien une Renault 21 grise à l'époque. Il l'a revendue en 1991. Françoise décrit son mari comme un homme discret, parfois taciturne, mais jamais violent. Elle ignore tout d'un éventuel lien avec la disparition de Virginie. Les gendarmes demandent l'autorisation d'exhumer le corps de Bernard Dubois pour effectuer des analyses ADN. Le procureur accorde l'autorisation. L'exhumation a lieu le 25 avril 2024. Les prélèvements sont envoyés au laboratoire de police scientifique. Les techniciens comparent l'ADN de Bernard Dubois avec les traces retrouvées sur le sac de Virginie en 1990. Les analyses révèlent une correspondance partielle. Une empreinte génétique incomplète, relevée sur la bandoulière du sac, présente des marqueurs compatibles avec ceux de Bernard Dubois. Ce n'est pas une preuve formelle, mais un indice significatif. Bernard Dubois devient le suspect principal 21 ans après sa mort. Les enquêteurs reconstituent le parcours de Bernard Dubois. Ils consultent ses anciens employeurs, ses collègues, ses voisins de l'époque. Plusieurs personnes décrivent un homme effacé, peu sociable, qui parlait rarement de sa vie privée. Un ancien collègue, Michel Martin, se souvient que Bernard avait des comportements étranges. Il photographiait parfois des inconnus dans la rue sans raison apparente. Il collectionnait des coupures de presse sur des faits divers impliquant des adolescents. Michel n'avait jamais osé poser de questions. Il trouvait Bernard dérangeant mais inoffensif. Avec le recul, il réalise que ces signaux auraient dû alerter quelqu'un. Personne n'avait rien fait. Les gendarmes fouillent les archives de l'employeur de Bernard Dubois. Ils retrouvent ses plannings de déplacement en novembre 1990. Le 14 novembre, Bernard était officiellement en tournée dans l'Aveyron. Il devait visiter des clients à Rodez, Aunay-le-Château et Decazeville. Son itinéraire passait nécessairement par le centre de Rodez en fin d'après-midi. Il disposait donc de la possibilité matérielle de croiser Virginie. Les enquêteurs établissent une chronologie. Bernard aurait pu rencontrer Virginie place de la Cité vers 16h45, comme l'avait décrit Jean Dupont. Il aurait pu l'emmener dans sa voiture. Le sac de Virginie aurait été jeté sur la route d'Aunay-le-Château. Le lendemain, Bernard aurait fait réparer sa voiture à Millau. Le 6 mai 2024, les gendarmes retrouvent la Renault 21 grise de Bernard Dubois. Le véhicule a changé plusieurs fois de propriétaire depuis 1991. Il est actuellement stationné dans un garage à Montauban. Les nouveaux propriétaires ignorent tout de son passé. La voiture est saisie et transportée au laboratoire de police scientifique. Les techniciens passent l'habitacle au luminol. Ils détectent des traces de sang dans le coffre, sous le tapis. Les analyses ADN sont lancées. Les résultats prennent 3 semaines. Le 27 mai 2024, le laboratoire confirme que le sang appartient à Virginie Legrand. La preuve est formelle. Bernard Dubois a transporté Virginie dans le coffre de sa voiture le 14 novembre 1990. Elle était peut-être déjà morte à ce moment-là. Les enquêteurs tentent de localiser l'endroit où Bernard Dubois aurait pu dissimuler le corps de Virginie. Ils analysent ses déplacements professionnels en novembre et décembre 1990. Bernard effectuait des tournées régulières dans des zones rurales. Il connaissait parfaitement les routes secondaires, les forêts isolées, les chemins de campagne. Les gendarmes identifient une dizaine de lieux potentiels. Ils organisent des recherches avec des chiens spécialisés et des équipes de géologues. Les opérations se déroulent en juin 2024. Plusieurs sites sont explorés sans résultat. Les recherches continuent. Les enquêteurs savent qu'il faudra peut-être des mois, voire des années, pour retrouver Virginie. Mais ils tiennent enfin une piste solide. Le 10 juillet 2024, les enquêteurs font une découverte cruciale. En fouillant la maison où Bernard Dubois vivait à Castres en 1990, rachetée par de nouveaux propriétaires, ils trouvent une trappe dissimulée dans le garage. Sous la trappe,
une cave bétonnée que personne ne connaissait. À l'intérieur, des cartons contenant des centaines de photographies d'adolescentes prises à leur insu. Les clichés datent des années 1980 et 1990. Ils ont été pris dans différentes villes du sud de la France. Rodez, Albi, Millau, Cahors. Bernard Dubois photographiait ses victimes potentielles lors de ses déplacements professionnels. Parmi les photos, plusieurs montrent Virginie Legrand sortant du collège en octobre et novembre 1990. Les gendarmes trouvent également un journal manuscrit. Bernard Dubois y consignait ses observations. Il décrivait les habitudes des adolescentes qu'il suivait. Il notait leurs horaires, leurs trajets, leurs amis. Concernant Virginie, il avait écrit plusieurs pages. Il mentionnait qu'elle rentrait seule chez elle le jeudi après-midi. Il précisait qu'elle portait souvent un Walkman. Il avait noté qu'elle semblait timide et influençable. Bernard avait planifié l'enlèvement pendant plusieurs semaines. Il avait envoyé les lettres anonymes pour la déstabiliser. Il avait fixé le rendez-vous place de la Cité en se faisant passer pour quelqu'un qui voulait arrêter le harcèlement. Virginie était tombée dans le piège. Le journal s'arrête brutalement après le 14 novembre 1990. La dernière entrée, datée du 15 novembre, contient une phrase glaçante. « Tout s'est mal passé. Elle a crié. J'ai paniqué. C'est fini maintenant. » Bernard Dubois ne donne aucun détail sur ce qu'il a fait ensuite. Il ne mentionne pas où il a abandonné le corps. Les enquêteurs comprennent que l'enlèvement n'était peut-être pas prémédité comme un meurtre. Bernard voulait probablement garder Virginie prisonnière. Mais quelque chose a dérapé. Virginie a résisté. Bernard l'a tuée, probablement par strangulation ou asphyxie. Il a ensuite dissimulé le corps dans un endroit qu'il connaissait bien. Les recherches se concentrent désormais sur les lieux fréquentés par Bernard en novembre 1990. Le 25 juillet 2024, un ancien collègue de Bernard Dubois contacte la gendarmerie. Il s'appelle Patrick Richard. Il explique que Bernard possédait un cabanon de chasse dans les bois près de Requista, à 25 km à l'ouest de Rodez. Bernard l'utilisait rarement, mais il en parlait parfois. Patrick ne connaît pas l'emplacement exact. Les gendarmes consultent le cadastre. Ils identifient une parcelle de terrain boisé enregistrée au nom de Bernard Dubois en 1990. La parcelle se trouve dans une zone isolée, accessible uniquement par un chemin forestier. Le 30 juillet, une équipe de gendarmes, accompagnée de chiens et de géologues, se rend sur place. Le cabanon est toujours debout, envahi par la végétation. Les chiens détectent une anomalie derrière le cabanon. Le sol a été retourné à un endroit précis. Les géologues effectuent un sondage. À 1,20 m de profondeur, ils découvrent des restes humains enveloppés dans une bâche en plastique dégradée. Les ossements sont exhumés avec précaution. Les analyses ADN confirment qu'il s'agit de Virginie Legrand. Son corps reposait là depuis 34 ans. Les vêtements retrouvés correspondent à ceux qu'elle portait le 14 novembre 1990. Le blouson en jean, les baskets blanches, le Walkman bleu et rouge manquent. Il avait été retrouvé près de la gare routière, probablement jeté par Bernard pour brouiller les pistes. Virginie est enfin identifiée formellement. Le procureur de la République de Rodez organise une conférence de presse le 5 août 2024. Il annonce officiellement que le corps de Virginie Legrand a été retrouvé. Il explique que Bernard Dubois est identifié comme le responsable de son enlèvement et de sa mort. Les preuves sont accablantes. L'ADN sur le sac, le sang dans la voiture, le journal manuscrit, les photographies, la localisation du corps. Bernard Dubois ne pourra jamais être jugé puisqu'il est décédé en 2003. Mais la vérité est établie. Virginie n'a pas fugué. Elle a été victime d'un prédateur qui l'avait choisie, traquée et tuée. Le procureur présente ses condoléances à la famille Legrand. Il salue le travail des enquêteurs et le rôle décisif de la cassette vidéo, retrouvée à l'INA. Daniel et Sylvie Legrand assistent à la conférence de presse.
Ils sont effondrés mais soulagés d'avoir enfin des réponses. Daniel prend la parole. Il remercie tous ceux qui n'ont jamais cessé de chercher Virginie. Il exprime sa colère contre la décision prise en 1990 de ne pas divulguer la cassette audio. Si cette preuve avait été exploitée à l'époque, peut-être que Bernard Dubois aurait été identifié plus rapidement. Peut-être aurait-il été arrêté avant de mourir. Daniel regrette que justice ne puisse pas être rendue, mais il est reconnaissant que Virginie puisse enfin reposer dignement. Sylvie ne peut pas parler. Elle pleure en silence. Leur fils Sébastien, aujourd'hui âgé de 43 ans, les entoure de ses bras. Les funérailles de Virginie Legrand ont lieu le 15 août 2024 à la cathédrale Notre-Dame de Rodez. Des centaines de personnes se rassemblent pour lui rendre hommage. Ses anciens camarades de classe, aujourd'hui quadragénaires, viennent témoigner de leur affection. Aurélie Rousseau, sa meilleure amie, lit un texte émouvant. Elle évoque les souvenirs heureux, les rires partagés, les projets d'avenir que Virginie n'aura jamais connus. Elle dit que Virginie reste gravée dans leur mémoire comme une jeune fille douce et courageuse. Le cercueil est ensuite conduit au cimetière de Rodez. Virginie est inhumée dans le caveau familial. Une stèle sobre porte son nom, ses dates de naissance et de mort, et une épitaphe enfin retrouvée. L'affaire suscite un débat national sur la gestion des pièces à conviction dans les enquêtes criminelles. Plusieurs experts interrogent la décision prise en 1990 de garder secrète la cassette audio de Virginie. Certains estiment que cette rétention d'informations a nui à l'enquête. D'autres défendent la stratégie de l'époque. Le ministère de l'Intérieur annonce une révision des protocoles pour éviter qu'une telle situation se reproduise. Les familles de disparus doivent être informées de tous les éléments susceptibles de faire avancer les recherches. La transparence doit primer sur les considérations tactiques. L'affaire Virginie Legrand devient un cas d'école dans les formations des enquêteurs. Julien Faure, le technicien de l'INA qui a découvert la cassette vidéo, est invité sur plusieurs plateaux de télévision. Il raconte comment un simple travail de numérisation a permis de résoudre une affaire vieille de 34 ans. Il insiste sur l'importance de préserver les archives audiovisuelles. Elles contiennent parfois des informations oubliées qui peuvent se révéler capitales des décennies plus tard. Julien se dit honoré d'avoir contribué à rendre justice à Virginie. Il espère que son histoire encouragera d'autres institutions à numériser leurs fonds anciens. Chaque cassette, chaque bobine, chaque enregistrement peut receler un secret qui attend d'être révélé. Le passé n'a pas fini de parler. Le dossier RZ 90-417 est officiellement clos le 30 août 2024. Les gendarmes versent leur dernier rapport. Le procureur classe l'affaire sans suite judiciaire puisque le responsable est décédé. Mais la vérité est désormais connue. Virginie Legrand a été enlevée et tuée par Bernard Dubois le 14 novembre 1990. Son corps a été dissimulé pendant 34 ans dans un cabanon isolé. Les preuves sont irréfutables. La famille peut enfin faire son deuil. Les habitants de Rodez se souviennent. Une plaque commémorative est installée place de la Cité, à l'endroit où Virginie a rencontré son meurtrier. L'inscription dit simplement « À la mémoire de Virginie Legrand, 1977-1990. N'oubliez jamais ». L'histoire de Virginie Legrand rappelle que certaines vérités mettent des décennies à émerger. Pendant 34 ans, sa famille a vécu dans l'incertitude la plus absolue. Ils ont cherché, espéré, désespéré. Ils ont traversé toutes les émotions imaginables sans jamais obtenir de réponse. Puis, grâce à une cassette vidéo oubliée dans des archives, la lumière a jailli. Bernard Dubois, mort depuis 21 ans, ne sera jamais jugé. Mais son nom restera associé à ce crime. Les preuves sont là, indiscutables, accablantes. Virginie repose enfin en paix. Sa famille peut tourner une page, même si la douleur ne disparaîtra jamais complètement. Cette affaire pose aussi des questions troublantes sur les enquêtes non résolues. Combien de dossiers contiennent des éléments négligés ou mal exploités? Combien de familles attendent encore des réponses
qui existe peut-être dans une archive, un témoignage oublié, une preuve inexploitée? Les technologies modernes, l'ADN, la numérisation des archives offrent de nouvelles opportunités. Des affaires classées depuis des décennies peuvent être rouvertes. Des coupables identifiés. Des victimes retrouvées. L'affaire Virginie Legrand en est la démonstration éclatante. Le temps n'efface pas tout. Parfois, il révèle ce qui était caché. Les habitants de Rodez n'oublieront jamais Virginie. Son visage reste gravé dans la mémoire collective. Les plus âgés se souviennent de l'angoisse de novembre 1990, des recherches infructueuses, du mystère qui planait sur la ville. Les plus jeunes découvrent son histoire à travers les articles, les documentaires, les témoignages. Virginie est devenue le symbole des disparitions inexpliquées, des enquêtes qui piétinent, des familles qui refusent d'abandonner. Si vous avez des informations sur des affaires non résolues, n'hésitez jamais à vous manifester. Un détail apparemment insignifiant peut tout changer. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos enquêtes. Likez si cette histoire vous a touché. Et surtout, souvenez-vous de Virginie Legrand.